Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Merci pour votre fidélité, merci de choisir le Loft. J'espère que tout le monde se porte bien et que dire aujourd'hui vous avez réalisé de grandes et de belles choses. En tout cas, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, on a un sujet, j'en suis sûre, qui vous intéressera. En tout cas, ceux qu'on a vus dans la ville de Ouaga et à qui on a posé la question semblaient s'y intéresser. Je pense que vous aussi, on en parle en deuxième partie d'émission aujourd'hui. Je ne vous dirai pas plus. Attendez, vous saurez de quoi il sera question. Mais en attendant, en première partie, il sera question de maintenance. Oui, on va parler avec le promoteur du Salon africain de la maintenance. Alors, il ressemble à un homme. Il marche comme un homme, il parle comme un homme, alors qu'en vrai, c'est un samo. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Salia Topan. Comment ça va? Ça va bien, merci, ça va bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, le Salon africain de la maintenance. C'est ça. D'accord, donc c'est la première édition. Tout à fait. Pour des profanes, qu'est-ce que c'est? Alors, la maintenance, c'est ça? Dans le salon. Dans le salon. Oui, le concept du salon et tout ça. Le concept du salon, c'est une activité qui va se dérouler en foire d'exposition. Il y aura des panels, il y aura aussi des rencontres B2B et puis un dîner gala de clôture. D'accord. C'est ça. Ok, donc un salon. Un salon, c'est ça. Mais non, de la maintenance. C'est ça, un salon de la maintenance. Mais c'est quoi la maintenance? Alors, la maintenance, si je veux donner la définition, j'allais dire du dictionnaire ou bien la définition standard que les gens donnent de la maintenance, c'est un ensemble d'actions que les gens font pour assurer la disponibilité maximale d'un bien, d'une infrastructure à un coût optimal. Donc, j'explique ça terre à terre. C'est mieux, parce que là, tout de suite, moi, je n'ai pas compris. Alors, j'ai précisé la définition officielle. Voilà, donc la maintenance, vous avez votre téléphone portable. Okay. Donc, le constructeur du téléphone portable vous dit que votre téléphone, là, il a une durée de vie de 5 ans. Alors, si le téléphone étant exposé à toutes sortes d'influences extérieures, ce n'est pas sûr que le téléphone peut atteindre les 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que le téléphone atteigne les 5 ans? Donc, il y a un ensemble d'actions que l'on fait. Donc, ça peut être à titre préventif. Vous avez votre téléphone, c'est l'exemple téléphone que je prends. La poussière, il tombe, il faut nettoyer, etc. Donc, c'est un peu cela. Oui. La maintenance, c'est un ensemble d'actions qu'on fait pour assurer la pérennité d'un bien ou d'une infrastructure. Donc au quotidien, nous côtoyons la maintenance, même quand on se lève le matin, on se brosse les dents, on fait de la maintenance préventive. Voilà. Et donc on a plusieurs types de maintenance. Donc vous avez la maintenance préventive, vous avez la maintenance curative aussi. Donc la maintenance préventive, on a deux types aussi. Il y a la maintenance préventive conditionnelle, la maintenance préventive systématique. Et vous avez la maintenance curative, donc le dépannage, les réparations. Voilà. Donc c'est de ça qui va s'agir dans ce salon-là. Parler de ces différents types de maintenance. Mais on a l'impression que c'est très technique, mais à un moment donné, vous me balancez sur la maintenance de son corps. Oui, est-ce que c'est purement technique ou il y a des secteurs qui ne sont pas très techniques qui interviennent dans la maintenance? Bon, la maintenance, c'est au quotidien, tout ce que nous faisons, même quand on va à l'hôpital voir le médecin pour prendre un vaccin, c'est de la maintenance préventive pour prévenir d'éventuelles maladies. Donc tout ça rentre dans tout ce qui rentre dans le bon fonctionnement d'un bien. Ça peut être un être humain, ça peut être une machine, ça peut être voilà, tout ce qui fonctionne en tout cas. Pour assurer la pérennité, il faut des actions pour que ces biens-là atteignent leur durée de vie maximale. Et puis il faut aussi ajouter le côté coût. Il faut que ça se fasse à un coût optimal. Voilà. Coût optimal, c'est-à-dire? Ça ne doit pas nous coûter trop cher. Parce qu'après, quand vous prévenez, je vais parler de la santé, voilà, quand vous mettez les moyens d'action dans la prévention d'une maladie, naturellement qu'elle va vous coûter moins cher que quand vous allez tomber malade et puis aller faire une chirurgie ou aller faire d'autres choses. Voilà, c'est un peu ça. Exactement, donc dans la prévention, on met moins de moyens que dans la curative. D'accord. Mais ça veut dire que ça ne rallonge pas forcément la durée de vie du bien concerné, parce que je n'ai pas envie de dire appareil pour ne pas nous enfermer dans l'exemple du téléphone, parce que c'est qu'un exemple. C'est-à-dire que s'il y a une durée de vie qui était prévue au départ, la maintenance juste permet de s'assurer qu'on va utiliser son appareil, son produit, son bien aussi longtemps que le fabricant a promis qu'on pourra l'utiliser, mais pas forcément au-delà. Bon, ça dépend, parce que le constructeur même, il a donné une durée de vie. C'est vrai que bon, la maintenance a pour but en tout cas de tout faire pour qu'on aille vers cette durée de vie-là. Voilà. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Alors pour ce salon, il y aura des maintenanciers. Tout à fait.
de quel secteur et de quel secteur? Alors, il faut dire la spécificité de notre salon, c'est vraiment la maintenance pluridisciplinaire. Donc, tous les secteurs de la maintenance sont concernés. Vous aurez des exposants dans le domaine de la maintenance mécanique, la maintenance informatique, maintenance biomédicale. On va même jusqu'aux maintenanciers, des réparateurs de montres, de téléphones, de télévisions, parce que tout ça, c'est de la maintenance. Si je pars sur le principe de la définition de la maintenance que j'ai donnée, donc tout cela, c'est des maintenanciers. Et donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Ça concerne tous les secteurs de la maintenance. Voilà. D'accord. Et comment on devient maintenancier? Alors, il y a plusieurs formes. Il y a la forme classique, donc il faut aller dans un centre de formation, dans un lycée technique, faire une école technique pour apprendre. Et puis, il y a la méthode empirique, donc patron-apprenti, apprendre auprès de quelqu'un. Voilà. Mais pourquoi ce besoin de faire un salon spécifiquement pour la maintenance? Parce que si moi je comprends bien, tout salon professionnel quand même doit avoir un volet maintenance quelque part, même si ce n'est pas mis en avant. Donc pourquoi le besoin de faire encore un salon de la maintenance, vu en plus que ça concerne pratiquement tous les secteurs? Vous avez dit qu'on a plusieurs salons et la maintenance n'est pas mise en avant. Nous, on veut faire le contraire. On veut mettre en avant la maintenance. Voilà. Donc déjà, c'est un vide que ça vient combler parce qu'effectivement, on a beaucoup de salons. On a le salon de l'automobile, on a le salon des cycles et tout. Mais après, on ne met pas l'accent sur le service après-vente. Donc ce salon, c'est faire vraiment la promotion du service après-vente par ricochet, la maintenance. Voilà, il faut dire que je suis sûr que Stéphanie, si quelqu'un vient vous proposer un bien, une voiture, une marque que vous ne connaissez pas, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est de savoir quand ça se gâte, je repasse ça où. Voilà, donc la maintenance est très important vu que nous côtoyons la maintenance au jour le jour, dans tout ce qu'on a comme bien à la maison. Et donc il était nécessaire pour nous d'y accorder un intérêt. Ça, c'est le premier point. Et secondo aussi, il faut dire que les maintenanciers ne sont pas valorisés. Donc nous estimons qu'il était bien aussi de leur accorder un regard spécial, dire que ce n'est pas quand on a échoué partout, on va à l'enseignement technique et tout. Voilà, il faut déconstruire ces préjugés-là. Et donc on se dit que le maintenancier, c'est celui-là là aussi qui peut faire de bonnes études, construire son business pour peu qu'il soit professionnel et puis s'en sortir dans la vie de façon voilà, la vie sociale. Quoi. Voilà. Donc le maintenancier peut aussi intervenir dans la construction en fait. Absolument. Ouais. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui est prévu, par exemple, pour déconstruire au-delà du salon? Dans le cadre du salon, parce que moi, ça m'intéresse particulièrement le volet de construction, des mentalités sur le fait que ce n'est pas forcément quand on a échoué partout, quand finalement on n'a rien trouvé, qu'on fait ça. Voilà, déjà, moi-même, je suis un maintenancier. À la base, ma formation, je suis maintenancier. Donc, je suis assis devant vous, je discute avec vous. Déjà, c'est pour dire qu'un maintenancier peut venir aussi parler à la télévision. Absolument. Ensuite, on aura un salon, on va les mettre en lumière. Donc, des maintenanciers viendront exposer ce qu'ils savent faire. Il y aura des modèles de réussite, donc, qui pourront inspirer les plus jeunes. Donc, tout ça, ça contribue, n'est-ce pas, à déconstruire, n'est-ce pas, à se détacher de ces préjugés-là qui font qu'on pense que le maintenancier, c'est celui qui est sur le caïcédra, qui répare la moto, ou même qu'il y en a qui vont plus loin pour dire que c'est un réseau de petits escrocs, voilà, la pègre de façon générale. Parce qu'en même temps, quand on dit maintenancier, on voit facilement nos appareils mobiles, on se dit, oui, est-ce qu'il y a de bons maintenanciers ou pas ici? On se pose souvent la question. Et il y en a qui se disent, c'est mieux peut-être de l'envoyer à l'extérieur parce qu'ici, on va te le gâter. On n'est pas forcément sûr de la compétence des maintenanciers, on en doute. Mais est-ce que, je vois que c'est une association quand même qui est promotrice un peu du salon, est-ce qu'il y a une organisation de maintenanciers qui peut garantir en fait aux usagers d'être sûr d'être en face d'un bon maintenancier ou d'un maintenancier compétent? Alors, il faut dire qu'à la fin de notre salon, nous comptons mettre une base de données de tous ces différents artisans-là. Et donc, quand vous êtes à Ouaga, vous êtes à Bobo, enfin vous êtes au Burkina de façon générale, vous avez besoin d'un électricien, d'un plombier, en tout cas d'un maintenancier dans un domaine spécifique. Quand vous rentrez dans notre base de données, vous trouverez ce maintenancier-là. Mais nous allons nous assurer par derrière que c'est des professionnels et même qui ont des assurances donc, pour garantir, n'est-ce pas, le travail qu'ils feront chez les usagers. D'accord, voilà. Ok. Donc des assurances. C'est ça. Ok. Mais du coup, en attendant cela, aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un maintenancier. Comment je le choisis? Quels sont les critères? Déjà, donc, le salon va se passer. Déjà, de un, vous allez avoir différents types de maintenanciers. Certainement que vous trouverez votre compte. Mais comme j'ai dit, à la fin du salon, on va créer cette base de données. Donc, vous pourrez aller trouver ce maintenancier professionnel là-bas qui va résoudre votre problème. Mais à ce jour, je pense qu'il y a des maintenanciers professionnels quand même à Ouaga. Donc, ça dépend de votre bien. Donc, vous trouverez des bons maintenanciers à Ouaga. Oui. D'accord, ok.
Donc, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une forte représentation des maintenanciers sur le salon. C'est ça. Et qui est-ce que vous attendez comme public, du coup? On attend les maintenanciers déjà pour venir prendre des stands, exposer ce qu'ils savent faire. Parce qu'il faut dire, il y a plusieurs types de maintenanciers. Il y a des maintenanciers qui ont tendance à disparaître aujourd'hui. Il y a même des métiers de maintenance méconnus. Donc, on appelle ces différents maintenanciers là, de venir prendre des stands, exposer ce qu'ils savent faire. Ensuite, on appelle aussi les élèves étudiants et même la population, j'allais dire de façon générale, à venir découvrir ce que les uns et les autres savent faire en termes de maintenance à Ouagadougou, au Burkina. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il y a des offres qui n'existent pas ici, qui pourront éventuellement exister en termes de maintenance après ce salon-là? On espère bien, oui. D'accord. En tout cas, on compte sur vous. Merci. Parce que souvent, investir beaucoup d'argent dans un bien et la plus grosse crainte, justement, c'est de retrouver ce bien-là en panne. C'est ça. Ouais, moi, j'ai un produit qui est toujours dans le carton. On espère que vous trouverez le maintenancier qui va réparer ça à votre salon. C'est vrai, je vais venir. Parce qu'en fait, je l'ai sorti du carton pour l'essayer. Voilà. Ben, c'est tombé en panne. Donc c'est à nouveau dans le carton, ça a l'air neuf, mais en fait, ça ne peut plus être utilisé. Vous trouverez certainement ce maintenancier. Je vais peut-être faire un tour chez le maintenancier. Et donc finalement, la consigne avec vous, c'est quoi? Avant de jeter, penser réparer? Je ne sais pas trop. Oui, bien sûr. Je pense que en fonction normalement, des biens comme ça, quand on vend, il y a une notice qui suit. Absolument. Donc certainement qui oriente vers le constructeur. Comment? Vous savez qu'on n'aime pas lire les notices. C'est la première chose qu'on jette avec les emballages. Il faut lire la notice parce que la notice nous donne la référence du constructeur et tout. Donc vous vous renseignez auprès du constructeur s'il y a un service après-vente quelque part. Voilà, c'est ça. C'est important, c'est vrai qu'on ne lit pas toujours la notice. Et il y a des appareils, comme vous l'avez dit, il y a des métiers de maintenance qui ont tendance à disparaître. C'est ça. Il y a des appareils qu'on n'a même plus le réflexe de réparer. C'est ça. On se dit, enfin, réparer te reviendra plus cher qu'acheter un nouveau, donc pourquoi? Donc j'imagine qu'il y a des métiers comme ça qui disparaissent. Mais quand même, quand on regarde souvent dans les médias, il y a des anciens appareils qui reviennent au bout du jour et il faut trouver les personnes qui peuvent les restaurer. Et ça n'existe pas forcément toujours. Donc tout le monde se dit, c'est dommage. À l'époque, on a laissé mourir ce métier-là et aujourd'hui, on a besoin de cet expert-là. Donc en tout cas, merci pour ce salon-là. Je sens qu'il semble technique, mais en vrai, non. Parce que ça parle de notre vie de tous les jours, de ce qu'on utilise au quotidien, de ce dont on a besoin, de ce qui nous fait souvent nous sentir totalement perdus, impuissants, parce qu'on ne sait pas, la climatisation ne donne plus, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas à quel sens se vouer. La télé ne marche plus, quelqu'un a forcément cassé ça, alors peut-être qu'on a mal réglé quelque chose. Donc oui, en fait, ça fait vraiment partie du quotidien. Le bâtiment aussi ou pas? La maintenance? Oui, les rénovations de maisons, c'est de la maintenance aussi. D'accord, ok. Il y a même des structures qui se sont inscrites qui font dans la rénovation des maisons. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment notre vie, la maintenance. Donc un dernier message à nos téléspectateurs avant que je ne vous libère. Je vais laisser peut-être un contact. Absolument. Donc le 68 00 29 29, le numéro WhatsApp pour ceux qui veulent prendre des stands. On a aussi le 70 20 70 20 attendez, 68 00 29 29, 77 00 29 29. Voilà. D'accord. Je ne vais pas te dire la réflexion qui vient de passer dans ma tête. Alors, on rappelle les dates et le lieu. Alors, les dates, c'est du 13 au 15 juillet au CIAO, pavillon Soleil Levant. D'accord. Donc, prenez les stands, allez-y, visitez, rencontrez des maintenanciers, faites-vous un carnet d'adresses, c'est important. On a tous besoin d'avoir un maintenancier, même les maintenanciers, parce que vous êtes maintenancier dans un secteur, mais pas dans tous les secteurs. Donc, forcément, vous en avez besoin. On vous dit beaucoup de courage. Merci. Bon vent. Merci. Bonne suite à Sud Qualitas. C'est bien cela, Sud Qualitas, et à vous, promoteurs de ce salon-là. C'est ça. Merci. Et vivement l'après-première édition pour les prochaines autres grandes éditions. Merci. Merci beaucoup. On s'accorde une petite pause avec la complicité de la régie et on reçoit nos autres invités pour la suite de cette émission. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montée vidéo. Commençant par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler.
bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. L'acrostiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers, une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc, Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du Love. Si vous nous rejoignez maintenant, on vous souhaite la bienvenue. Et c'est le moment pour moi d'accueillir le reste de ce plateau-là et d'introduire le sujet de ce jour. On a le plaisir de retrouver une disparue. On ne sait pas où elle était passée. Non, en fait, on sait. Mais ça fait plaisir de la retrouver encore une fois sur ce plateau avec son visage qui illumine notre plateau de son sourire radieux. Philly, tu es de retour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Et tes activités? Ça va. Ça se passe bien? Ça va par la grâce de Dieu. Et cette saison pluvieuse? J'ai hâte que ça commence réellement parce que ça, là, c'est pas encore... Pour le moment. Oui, mais quand même, la première partie du mois de juin est quand même... J'étais pas là le mois de juin. Ben si, c'est ça le J'ai truc, pas il faut être là, profité. c'est ça. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, tout va bien se passer. En tout cas, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé, ça fait plaisir de te revoir. D'accord. Mais non, à moi, oui, mais parle à tes téléspectateurs. À tous ceux qui t'ont Oh, réclamé. ils se sont sentis abandonnés. Parle-leur. Alors- Là, ils ne peuvent pas parler, mais tu as des choses, tu as des comptes à Oui, leur rendre. alors vous m'avez tous manqué. Je regarde ici, hein, c'est ça? Si. Voilà, vous m'avez tous manqué. Vraiment, j'avais hâte de revenir. Et je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes toujours là, toujours abonnés à la chaîne. Et on va bien s'amuser. Super. Voilà, je vous love. Alors, juste à côté, nous avons un docteur avec une spécialité qui ne court pas les rues, quand même, il faut le dire. Docteur Saloukou est là, elle est endocrinologue. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va bien, bienvenue sur ce plateau. Merci. J'aime beaucoup votre robe, elle est très belle. Ah, merci beaucoup, merci, je suis ravie, je suis flattée. Alors, vous êtes endocrinologue. Oui, c'est bien ça. C'est quoi, endocrinologue? Et l'endocrinologie, en fait, c'est une spécialité médicale qui s'occupe de toutes les maladies liées, en fait, aux perturbations des hormones, voilà, D'accord. dans l'organisme humain. Ok. Donc, c'est un peu... comment je vais dire ça? Je cherche un mot pour dire ça. Quand on dit endocrinologue, on cherche, par exemple, quand on va parler du nephrologue, il s'occupe du rein, c'est ça? Oui, bon, les hormones, en fait, sont sécrétées généralement par les glandes hormonales qui vont constituer, en fait, le système endocrinien. Mais ces glandes sont disséminées, en fait, un peu partout dans l'organisme. Donc, ce ne sera pas localisé. Exactement, en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Parce qu'il y a le spécialiste du cerveau, il y a le spécialiste du sein, il y a le spécialiste du rein, du cœur et tout ça. Mais l'endocrinologue, il n'est pas positionné quelque part sur le corps. C'est ça. Il est positionné Partout. à certains endroits, un peu partout. D'accord. Il est positionné au niveau du cerveau par l'hypophyse. D'accord. Et il est positionné, mais médicalement parlant, hein, il est positionné au niveau de la thyroïde et par les hormones thyroïdiennes. D'accord. Au niveau du pancréas par l'insuline, au niveau des ovaires chez la femme par les hormones sexuelles, chez l'homme aussi au niveau des gonades par les hormones sexuelles masculines, Oui. et au niveau des surrénales également par d'autres hormones, le cortisol, on a plein d'autres hormones, mais le chef de file c'est le cortisol. Ok. Et on a également même au niveau de l'utérus, on a des hormones. Au niveau du cœur, on a quelques petits hormones, même les reins ici, on a l'érythropoïétine, on a d'autres hormones également, mais qui ne sont pas vraiment exprimées en grande quantité. D'accord. Voilà, Ok. donc nous sommes disséminés. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand on dit hormones, Philly, ça te parle ou pas? Oui, ça me parle. Ok. Ça me parle, mais pour moi, les hormones, c'est seulement chez les femmes. Hein. C'est ça peut-être à défaut, hein, parce que comme on ne connaît pas vraiment, mais moi quand j'entends hormones, c'est les femmes, la grossesse, la période d'ovulation, quand on voit nos règles,
On a comment on appelle ça, des montagnes russes émotionnelles qu'on a à certains moments du mois. Pour celles qui voient leurs règles, je ne sais pas si celles qui ne le voient pas, ça existe chez elles, mais oui, ça me parle beaucoup. Et c'est tant mieux qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de questions, on est dans l'ignorance souvent, et donc il y a beaucoup de questions qui vont venir de nulle part et d'ailleurs. Voilà, pour un peu nous édifier par rapport à ce thème-là. En tout cas, on est contente de vous avoir sur ce plateau. On espère que vous êtes prête à recevoir toutes les questions. Oui. Super, ça tombe bien. Alors aujourd'hui, les amis, il sera question de ménopause. Qu'est-ce que c'est? À quel moment ça arrive? Comment ça impacte la vie de la femme? Parce que oui, c'est un phénomène, on va le dire, naturel, comme la puberté. Ça fait partie de l'évolution et de la vie d'une femme. Mais comment ça se manifeste? Comment ça intervient? Ça transforme ou ça agit sur la vie, sur les habitudes, sur les attitudes, sur la santé de la femme. On en parle aujourd'hui. C'est vrai, on avait souhaité avoir un gynécologue sur ce plateau, mais qui a eu un empêchement de dernière minute, qu'à cela ne tienne. Docteur Ella est là. Oui. Et on se fera le plaisir d'avoir les réponses qu'on peut avoir avec elle. C'est vrai qu'on a demandé à nos téléspectateurs ce que c'est que la ménopause, de leur point de vue. Mais avant d'avoir leurs éléments de réponse, on va vous demander à vous ce que c'est que la ménopause. Et ensuite, on verra. D'accord. Et de façon simple, moi, je définirais la ménopause comme l'arrêt total, en fait, des règles chez une femme. D'accord. Elle va être due à... C'est une période, en fait, de la vie génitale de la femme qui va se manifester, en fait, qui est la conséquence, en fait, d'un épuisement de la réserve folliculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ovulation. Voilà. Donc, il y aura en fait une carence surtout en estrogène, qui est l'hormone principale sécrétée en fait au niveau en fait des gonades, c'est-à-dire des ovaires chez la femme. D'accord. Voilà. En fait, en gros, on peut définir. Voilà l'arrêt définitif. Et par conséquent, elle arrête de faire des enfants, de façon simplifiée. Ou est-ce que c'est possible de faire des enfants dans ces conditions? Quand l'arrêt est total, on ne peut plus parler de faire des enfants. Mais quand on est autour, vous savez, quand je dis arrêt total, parce que généralement, on définit genre 12 mois. Okay. 12 mois, on définit. Mais c'est une période où, bon, on peut avoir un arrêt de 3-4 mois après une reprise. Parce qu'en fait, le contrôle en fait, de la sécrétion des hormones, ce n'est pas par les ovaires. Je vous ai parlé du cerveau, de l'hypophyse. Donc, on a un contrôle central, en fait, qui répond en fait par des stimuli externes, voilà, par le stress et tout ça. Donc, on peut avoir de petites réactivations, voilà. Mais quand l'arrêt quand même prend 12 mois, on se dit que c'est un arrêt définitif. Et devant ça, devant certains signes qui vont apparaître, par exemple, comme les signes, les bouffées de chaleur, on est amené à doser les estrogènes, on va doser également certaines hormones qui sont produites, notamment une hormone que l'on appelle la FSH qui est produite au niveau hypophysaire. Et ça commence à être tellement technique. On peut conclure qu'il y a effectivement une ménopause. D'accord, voilà. Ok. On va comprendre tout ça, hein, ne vous en faites pas, on va diminuer, on va poser des questions, comme on dit en français facile. Mais on a demandé à nos téléspectateurs, ce sont principalement des hommes, mais les femmes également ont donné leur réponse en regard. Bon, la ménopause, selon moi, c'est une maladie, pas en tant que telle, mais c'est une maladie au niveau des femmes. Arrivée à un certain âge, elles n'arrivent plus à donner naissance. À partir de 45 à 60 ans. Pour moi, la ménopause, je pense que c'est un moment donné où la femme n'arrive plus à accoucher. C'est entre 40 à 45 ans. Pour moi, il n'y a pas un changement en tant que tel. C'est le fait qu'elle n'arrive plus à accoucher seulement. C'est naturel, c'est facile de vivre parce que la femme arrivée à un certain moment, forcément, ça doit arriver. C'est l'arrêt des règles et de la fécondité de la femme. Selon moi, normalement, c'est 45 ans. Pour celles qui gagnent ça un peu tôt, voilà, souvent la société les accuse comme ça, voilà, d'avoir pris des médicaments comme ça. C'est pourquoi voilà, les règles se sont arrêtées tôt. Bon, voilà. Je peux dire que ces gens n'ont pas bien compris. La ménopause, selon moi, c'est l'âge auquel une femme ne peut plus donner naissance.
disons entre 35 et 40 ans. Selon moi, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre une femme ménopausée et les autres. Hein. Et la ménopause, pour moi, c'est l'arrêt des règles et de la fécondité chez la femme. La ménopause, normalement, c'est à l'âge de 45-50 ans. Mais maintenant, avec le progrès de la science, on remarque qu'il y a des mamans de plus de 50 ans qui arrivent à procréer. Donc, on peut dire que la ménopause n'a pas d'âge précis. Je dirais que la société ne lui donne plus la valeur qu'elle avait auparavant. Puis elle n'est plus considérée, en fait. Et la ménopause, selon moi, c'est l'arrêt définitif des menstrues. C'est-à-dire que c'est quand une femme arrête de voir ses règles chaque mois. D'habitude, c'est de 45 à 60 ans. La femme ménopausée est souvent vue par la société comme une femme infertile, entre griffes, étant donné qu'elles ne peuvent plus donner vie, elles ne peuvent plus reproduire, donc elles sont souvent marginalisées par la société. Et bien voilà, ce sont les réactions en ville. Avant de demander la réaction à chaud du docteur, Philly, toi, j'ai envie d'avoir ta réaction à chaud comme ça après ce micro pour toi. Il y en a quelques-unes, surtout les femmes habituellement, hein, qui ont donné des définitions qui, moi, me conviennent un peu. Maintenant, après, c'est pas quand ils disent 45 à 60 ans, bon, dès que ça commence, c'est fini, hein, ça ne vient plus. Donc, jusqu'à ta mort, ça serait plus facile à dire. Et maintenant, le monsieur qui dit que c'est à partir de 35 ans, mon Dieu, faudrait vraiment qu'on commence à... Parce que sinon, si c'est vraiment 35 ans, on est morte. Mais oui, la ménopause, c'est vrai que c'est l'arrêt des règles, comme elle l'a dit. Maintenant, ça varie en fonction des femmes. Je ne sais pas, mais je pense que ça varie en fonction des hormones des unes et des autres. Parce qu'il y a certaines femmes qui l'ont plus tôt, d'autres l'ont beaucoup plus tard. Et voilà, nous, on a vu beaucoup de cas où on voit une maman qui est censée ne plus donner naissance, qui tombe enceinte, et après, quand on lui pose la question, ben, elle-même, elle ne comprend pas. Donc, voilà, c'est parce que la société aussi nous met en tête qu'à partir de 40 ans, surtout qu'à l'époque, 40 ans, on te considérait un petit peu comme vieille. Donc, on se dit que voilà, c'est bon, elle n'est plus disposée à faire de gosses, alors que bon, voilà, le corps lui-même a son propre langage que nous-mêmes, on ne comprend pas souvent. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques réponses qui étaient pas mal. Docteur. Bon, pour moi, d'abord, l'âge, en fait, la ménopause, telle que l'on dit, elle est physiologique. D'accord. Elle est physiologique, donc étant physiologique, on peut se dire qu'elle est normale. Mais il y a des situations, bon, cette ménopause physiologique, d'abord, elle survient, en fait, généralement, autour de 50 ans, c'est-à-dire 50-52 ans, généralement en moyenne 51 ans. D'accord. Mais il y a des particularités où elle peut survenir généralement autour de 45 ans, mais dans ces circonstances, c'est des cas particuliers où en fait dans la famille on a des cas semblables. Et également certains facteurs, par exemple chez les femmes qui tabagiques, elle survient beaucoup plus tôt que chez les femmes qui ne le sont pas. Voilà. Maintenant, à la différence de la ménopause, on a une ménopause qui peut survenir précocement et qui est pathologique en fait. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est une destruction de la réserve ovarienne par en fait soit des causes génétiques, soit peut être aussi des causes en fait infectieuses. Dans notre cas, on a la tuberculose par exemple. On peut avoir des causes auto-immunes, on peut avoir des causes iatrogènes comme la radiothérapie ou la chirurgie en fait des ovaires. Vous voyez. Donc cette ménopause, elle peut survenir. Cette ménopause en fait précoce, elle peut survenir à tout âge. C'est-à-dire que la petite fille même peut naître avec une absence en fait de réserve ovarienne incapable de lui fabriquer des oestrogènes et de produire en fait des ovules. Comme elle peut les avoir, elle rentre en puberté, elle a ses règles et à un moment donné, ça s'arrête avant 40 ans. Mais cette ménopause, elle est pathologique et on l'appelle chez nous l'insuffisance ovarienne prématurée. D'accord, ok. Donc ça, c'est et vous avez dit les causes qui peuvent entraîner cela. Oui. Il y a la génétique aussi dedans ou pas? Oui, il y a la génétique. Il y a la génétique. Et ces dernières années, la génétique, il y a eu beaucoup en fait, de recherches qui ont prouvé en fait, que la génétique, elle est fortement incriminée. Sinon, souvent, dans certains sites, on m'a expliqué que la situation se reproduit plus chez les sœurs, chez la mère, dans la famille. Vous voyez. Mais il y a d'autres causes également que je n'ai pas omis en fait de rappeler. D'accord, ok. Alors, la question qu'on pourrait nous poser, c'est pourquoi on parle de ménopause avec une endocrinologue? Pourquoi on parle de ménopause avec une endocrinologue? Avant d'abord de parler de ménopause, il faut qu'on rappelle l'importance en fait des hormones en fait
chez la femme. Qu'est-ce que la ménopause? Puisque la ménopause va entraîner une carence en oestrogènes. Ouais. Nous sommes les spécialistes des hormones. Des hormones, voilà. Les oestrogènes ont des rôles très importants et surtout au niveau du développement de l'appareil génital chez la femme. L'œstrogène va jouer un rôle très important et pour donner les caractères sexuels même secondaires, c'est-à-dire le développement des seins, et la prolifération en fait de l'endomètre chez la femme pour recevoir le bébé. Et les oestrogènes également, même au niveau du cerveau, jouent un rôle en fait dans la régulation de la température corporelle, dans l'élasticité de la peau. Vous voyez, les oestrogènes jouent un rôle. Vous voyez pourquoi quand les femmes commencent à être ménopausées, elles peuvent avoir une floridité, un vieillissement et on sent en fait une perte de l'élasticité de la peau. Et également, les oestrogènes jouent un rôle très très important, c'est la protection cardiovasculaire. Vous voyez que la femme, en fait, au tout début, quand on compare les femmes aux hommes, les hommes ont un facteur de risque cardiovasculaire beaucoup plus élevé que les femmes. Mais à partir de l'âge en fait, de la ménopause, les femmes commencent à rejoindre les hommes. Vous voyez. Et également, les oestrogènes vont jouer un rôle également dans le maintien d'une densité osseuse. Donc, ils jouent un rôle en fait dans la croissance osseuse, le maintien également de la densité minérale osseuse. D'accord. Oui. Ça, c'est des rôles. Il y a d'autres rôles peut-être que je n'ai pas tout. Oui, mais c'est déjà énorme ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est déjà énorme ce qu'on apprend aujourd'hui. Et les oestrogènes sont produits naturellement? Oui, les oestrogènes normales sont produites naturellement. Pendant toute la vie jusqu'à la ménopause? Elles sont produites un peu en vie intra-utérine quand le fœtus, mais c'est surtout à partir de la puberté, parce que la puberté, c'est quoi? C'est dit que, je vous ai dit qu'il y a une commande centrale, et cette commande centrale se met en place à la puberté, et c'est cette commande centrale, dès que ça se met en place, les ovaires vont commencer en fait à fonctionner, voilà, parce que jusque-là, elles étaient quiescentes, voilà, elles vont commencer à produire des hormones, essentiellement les oestrogènes. D'accord. Voilà, et on a les règles chaque mois qui témoignent qu'il y a une activité ovarienne. Voilà, chez la femme. C'est bon, ça va. Philippe? Excusez-moi, parce que les termes sont tellement techniques, donc quand on écoute, on essaie d'assimiler. Donc si je comprends bien... je suis perdue, attendez. Ok. Donc, prends ton temps. Mais dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il y a des jeunes filles à la puberté, dès leur puberté, là, est-ce qu'elles arrivent à produire les différentes... Est-ce que c'est typique chez toutes les filles obligatoirement? Ou bien est-ce qu'il y a des jeunes filles qui viennent au monde sans pouvoir développer les... Comment vous appelez ça? Les oestrogènes, là? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent stériles automatiquement, je veux dire? Si. En quelque sorte, excusez-moi si le terme n'est pas adéquat. Si, il y a des gens qui viennent sans pouvoir produire, elles ne sont pas de la grande majorité, c'est une très infime partie. C'est pour ça que j'ai évoqué les causes génétiques. Il y a des jeunes filles aussi qui peuvent très bien venir au monde toutes petites. Vous savez, les enfants aussi font des cancers. Hein, et certains traitements même de cancer peuvent altérer voilà, c'est les ovaires en fait de chez les jeunes. Mais la jeune fille normale, dès qu'elle entre en puberté, elle commence à sécréter des hormones et elle est fertile. Ça, c'est la jeune fille normale. Et ça va continuer comme ça, puisque chacun naît avec un capital, en fait, de follicules ovariens, c'est-à-dire un capital comme d'œufs. Voilà, les ovaires contiennent le stock d'œufs. Le stock d'ovules, voilà, chez la femme. Oui. Et chaque mois, la femme va ovuler jusqu'à un certain moment où cette réserve-là va s'épuiser. Et c'est un phénomène naturel. Voilà. Et maintenant, si un agent extérieur intervient, c'est un phénomène maintenant qui n'est plus naturel. Voilà. Et s'il y a une génétique qui prédispose à ce que les ovaires s'épuisent tôt, ou bien à ce que peut-être que la production de cette ponte ovulaire n'arrive pas à se faire, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça. Okay. Donc, si je comprends ta question, c'est est-ce qu'il y a des filles qui viennent au monde sans stock d'ovaires? Oui, exactement. C'est-à-dire que quand on parle de puberté, il y a un truc central, c'est le cerveau, je suppose. Oui, absolument. Voilà, donc c'est le cerveau, à partir de la puberté, voilà, ton cerveau commence à te commander directement tout ce qui se passe dans le corps. Et là, c'est la débandade, tout sort. Mais est-ce que, malheureusement, il y a de ces jeunes, c'est ça ma question, en fait, est-ce qu'il y a de ces jeunes, parce qu'on a un problème de société, hein, la stérilité, tout ça, donc
c'est très difficile d'expliquer ça, parce que peut-être qu'il y a des gens, comme elle a dit, c'est de la génétique, oui. mais après, comment expliquer à des gens qui sont autour de nous, dans cette société-là, que bon, il y a des jeunes qui viennent malheureusement sans cet outil-là, que je ne sais pas comment on appelle ça. C'est très rare. Voilà, c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc c'était ça ma question. Est-ce qu'il y a de ces jeunes-là qui naissent ou bien qui arrivent à puberté et puis il n'y a aucun effet Parce que j'ai une tante, excusez-moi, j'ai dit une tante. Je connais quelqu'un qui est une tante, bien sûr, mais qui n'a pas vu ses règles. Ça, par exemple, ça c'est une question. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas de stock d'ovules, est-ce qu'il y a production d'estrogène au moment de la puberté ou pas? L'estrogène étant l'hormone qui justement active tout ça. Il peut ne pas avoir, en fait, il peut ne pas avoir. Cette question, elle est complexe. Elle est complexe parce que, je vous ai dit, c'est tout un axe. L'axe, c'est au niveau du cerveau, on a l'hypothalamus, on a l'hypophyse. Donc, s'il y a une perturbation à ce niveau, il n'y aura pas, en fait, une commande, puisqu'il faut qu'il y ait une production d'hormones pour activer, en fait, la production des ovaires. Et si on n'a pas ça également, on peut avoir ce problème-là, vous voyez. Et on peut déjà même avoir le problème également au niveau des ovaires. Il y a des gens qui, comme des gens qui peuvent naître sans un rein. Exactement. Oui, il y a des gens qui peuvent naître sans ovaires. Par exemple, quelqu'un qui naît sans 2 reins, il ne va pas vivre. Donc ça, la première année. Mais quelqu'un qui naît sans un ovaire, au début, il va vivre. Mais seulement les ovaires, en produisant les œstrogènes, ce n'est pas seulement pour la fonction de la reproduction, mais j'ai cité les autres fonctions. La protection cardiovasculaire, la densité minérale osseuse bonne. Voilà. Donc, si on n'a pas une bonne densité minérale osseuse, on est exposé aux fractures. Par exemple, aux fractures à répétition, des fractures pathologiques. C'est pour ça que vous allez constater qu'au moindre chute, en fait, généralement, les personnes âgées, voilà. Exactement. Surtout les mamans, à partir d'un certain âge, effectivement, moindre choc. Et ça fait qu'il y en a qui les conseillent de s'alimenter en calcium pour pouvoir... C'est complexe. Hein. Oui, exactement. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est quoi on a envie de savoir maintenant, c'est-à-dire qu'au moment de la ménopause, il y a une réduction ou un arrêt de production d'estrogène. Au moment de la ménopause, il y a une très forte réduction. Le taux d'estrogène est vraiment infime. D'accord. C'est vraiment infime en fait. Vous voyez, c'est tellement infime en fait que cet estrogène-là ne peut plus jouer un rôle, ne peut plus faire fonctionner en fait les tissus cibles auxquels il allait agir comme il le faisait auparavant. Voilà, auparavant. Mais y a-t-il un moment dans la vie de la femme où le taux d'estrogène est à son pic, un moment où il est conseillé, par exemple, de reproduire ou est-ce qu'il y a un moment où, voilà, par exemple, on commence le cerveau commence à commander à partir de la puberté, mais est-ce qu'il y a un moment, il y a un pic dans ce développement d'estrogène, dans ces productions d'estrogène? Est-ce qu'il y a un pic, il y a un âge où, par exemple, il est conseillé, ou mais ça dépend de chaque femme, je ne sais pas. Est-ce qu'il est conseillé, par exemple, à partir d'un certain âge, c'est le bon âge, tout est bon, tout est OK, est-ce que vous pouvez faire un enfant, blablabla. Parce que souvent, il y a des gens qui programment leurs gosses, qui programment leurs enfants, exactement. À quel moment est-ce que c'est bon, hormis la vie professionnelle, mais vis-à-vis de son corps, physiologiquement, exactement, de notre corps à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a un pic ou bien il y a un moment favorable pour faire des enfants, pour reproduire? Généralement, le moment favorable pour faire les enfants, généralement, il ne faut pas surtout... On a constaté de façon générale que, en fait, la perte en fait, de la réserve des ovules, là, elle est maximale à partir de 38 ans. D'accord. Voilà, elle commence à être maximale à partir de 38 ans. Mais c'est comme nous l'avons dit également, c'est comme vous-même vous le dites que peut-être qu'il y a des particularités. Maintenant, on peut en fait mesurer également aussi la réserve ovarienne par des examens. On a des examens de sang parce qu'au niveau de l'ovaire, il y a même puisque le taux d'estrogène, ce taux-là, lui, il est cyclique en fait, puisque quand on prend par exemple le cycle menstruel, on a la phase folliculaire, on a la phase lutéale qui va se taire. Et au milieu de cela, on a l'ovulation et ensuite on a les règles. Donc en fait, je vous promets qu'on comprend, mais ce n'est pas tout le monde, c'est technique. Voilà. Maintenant, en fait, il y a... Bon, je veux dire qu'en fait, ce taux d'estrogène-là, en fonction des moments du mois. Il y a des moments ça monte, ça monte trop, il y a des moments ça monte pas trop, il y a des moments où c'est... Au moment de l'ovulation, ça monte. Ça monte. Au moment de l'ovulation, c'est monté même avant l'ovulation et c'est ça qui va faire entraîner l'ovulation. Et après l'ovulation, même ça commence un peu à baisser, mais ça ne baisse pas trop.
puisque au moment en fait de la ménopause, le problème c'est que vous n'avez plus ces ovocytes-là pour sécréter ces estrogènes-là, c'est ça en fait, vous voyez. Donc ce sont les ovocytes, les ovules, les ovules qui produisent les estrogènes. Voilà, puisque bon, si on veut rester de façon globale, qui produit, donc l'ovule, c'est tout un complexe. Exactement. Que on va développer ça prendra du temps. Mais c'est pour juste vous dire que c'est tout autour 38. Maintenant, si dans la famille, vous voyez que en fait, vos sœurs, vos mères ont eu du mal à procréer autour de 35 ans, il faut savoir que vous devez vous retrouver dans un âge beaucoup plus... Et c'est souvent, généralement aussi, il y a ça, mais à l'âge également, qu'on peut dire l'âge de la première grossesse, il faut faire attention parce que plus on prend de l'âge, plus aussi on a les grossesses à risque. Donc on ne demande pas de les faire tôt parce qu'aujourd'hui la jeune fille aussi veut, elle veut être indépendante, bon, tout ça, elle doit être responsable d'elle-même, mais pas tard également. C'est ça, donc il faut trouver le juste milieu pour s'assurer qu'on n'a pas laissé la pente traverser. Ça c'est important. Maintenant, physiologiquement, on ne va pas vous demander ce qui se passe. Quoique j'ai envie de demander physiologiquement ce qui se passe, je sens que ça va être technique. Mais physiquement, de façon palpable, comment on voit, on sent la ménopause chez une femme? Déjà, la ménopause chez une femme, c'est quoi? C'est l'arrêt des règles. Maintenant, la femme, puisque je vous ai cité le rôle des estrogènes, qu'est-ce que la femme elle va ressentir? Elle va ressentir des signes que l'on appelle des signes vasomoteurs. Les signes vasomoteurs, c'est quoi? C'est les bouffées de chaleur. C'est des moments où la femme elle a fortement chaud. Et ça s'accompagne en fait d'anxiété, de palpitations. Il y a également des moments de crise sudorale, c'est surtout la nuit où elle va beaucoup suer. Il y a également une fatigabilité qu'elle peut ressentir. Il y a l'anxiété, la nervosité, l'irritabilité, pouvant conduire même à la dépression. On a d'autres signes aussi, et on a la perte de l'élasticité de la peau, l'apparition des rides. Également, on a des signes génitaux urinaires, voilà, qui vont apparaître, la sécheresse des muqueuses, de la muqueuse vaginale par exemple. Et on a également les signes urinaires, c'est-à-dire que bon, c'est une femme qui en fait va sentir comme elle va rapide, elle a des envies fréquentes d'uriner et puis bon, en fait elle a des sens, c'est comme si elle faisait des infections alors que deux fois elle ne fait pas d'infection génitale, c'est juste ces signes-là. Donc à côté de ces signes également, on a la baisse de la densité osseuse que on va constater. Elle n'a plus de protection cardiovasculaire, donc elle peut commencer à avoir des problèmes cardiaques. Voilà, avoir des problèmes cardiaques, à vivre des événements cardiovasculaires, voilà, comme les accidents vasculaires cérébraux et les maladies thromboemboliques, généralement les vaisseaux sanguins au niveau, surtout les phlébites qui se bouchent d'un caillot de sang également. Voilà. Et il y a certaines femmes, si elles n'ont pas elles n'avaient pas déjà, puisqu'il y a l'âge qui déjà nous fait perdre en fait notre capital osseux. Voilà. Et il y a la ménopause encore qui va venir s'ajouter, vous voyez. Et c'est dit que la ménopause peut entraîner une altération de la qualité de la vie chez la femme. Mais ce n'est pas la ménopause seule, parce que en fait, l'hygiène, la qualité de vie dépend de ce que nous avons eu à vivre les années auparavant. Voilà, parce que quelqu'un qui avait un indice de masse corporelle normal, qui a une très bonne activité physique, qui s'alimente correctement, va mieux tolérer ces situations-là qu'une personne qui aime à être assise, ne fait pas d'activité physique, et dans l'alimentation n'est pas équilibrée, par exemple un apport exagéré de gras ou de sucre par exemple. Donc, si je comprends bien, parce que je l'ai vu quelque part, qu'après la ménopause, il y a une plus grande facilité à la prise de poids chez la femme. C'est bien cela? Il y a une plus grande... Il peut avoir, oui, la femme peut prendre... Il y a certaines aussi qui perdent. Qui perdent du poids à la ménopause. Qui perdent du poids, parce que les insomnies, c'est-à-dire les crises sudorales, tout ce que la fatigue, elles ne dorment pas. Il y en a certaines aussi qui perdent du poids. Et la libido alors? La libido, naturellement, elle baisse, puisque quand elle baisse, voilà, elle baisse. D'accord, ok. Alors, de tout ce qu'on a entendu, quelqu'un a dit c'est une maladie, mais pas en tant que telle. Finalement, c'est une maladie ou pas la ménopause? En fait, la ménopause, en fait, elle est physiologique d'abord. Oui. Maintenant, elle va entraîner un état que l'on va appeler état pathologique. C'est ça la grande question aujourd'hui dans les grands pays. Ici, nous n'avons pas de problème, mais c'est-à-dire qu'on va parler d'état pathologique deux fois parce que, bon,
Vous savez, quand on parle de santé, on parle de longévité. Absolument. Nous aimons nos mamans. Merci. Voilà, on les veut toujours à côté de nous pendant très longtemps et en très bonne santé. Oui. Donc, elle va entraîner des états pathologiques qu'il va falloir gérer. Voyez. Donc, à partir de l'âge de la ménopause, même bien avant la santé, on doit s'en occuper. On doit aller chez le médecin régulièrement. Donc, dès que la femme entre en ménopause, il y a une évaluation de sa santé à faire. L'évaluation de sa santé, surtout cardiovasculaire. D'accord. Voilà. Et également son capital osseux. Également. Et à partir de cela, on la suit sur le plan cardiovasculaire. Mais deux fois, il y a certaines situations qui peuvent même être amenées à donner à la femme de l'estrogène, presque mais naturel, mais c'est-à-dire que ce n'est pas dans toutes les situations et on ne le donne pas toute la vie. On le donne par exemple les 5 premières années comme ça. C'est un traitement d'estrogène. Voilà, un traitement qu'on appelle traitement hormonal substitutif pour pallier à surtout cette altération de la qualité de vie qu'elle va avoir. Et surtout si vraiment elle a en fait une baisse de sa densité minérale osseuse qui va être en fait liée à la carence des oestrogènes. D'accord. Oui. Donc on peut se retrouver justement dans un traitement pour traverser un peu les premières années de la ménopause, le temps que ça s'installe, et puis ensuite normalement la vie reprend, enfin si on peut dire normalement. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres types de traitements qui peuvent survenir pendant cette phase de la ménopause-là? Si, il y a d'autres types de... D'abord, le premier traitement, c'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Vous avez évoqué l'alimentation. Et quand on parle de capital osseux, on parle de calcium. Exactement. Et quand on parle de calcium, il faut une alimentation très équilibrée, une alimentation qui va apporter assez de calcium aux os, de la vitamine D. Il faut penser, on pense même à supplémenter les femmes ménopausées. Voilà, ménopausées en vitamine D, voilà, pour éviter en fait qu'elle n'ait des fractures en fait liées en fait à une baisse en fait de la densité minérale osseuse également. Il y a d'autres traitements, il y a l'activité physique, mais il y a d'autres traitements de fois qui sont d'autres traitements aussi non hormonaux. Voilà, de fois même les estrogènes, on a les phytoestrogènes. Et on a également peut-être des antidépresseurs, mais ces traitements quand la dépression se manifeste. Voilà, quand la dépression se manifeste. Il y a d'autres traitements à côté qu'ils utilisent. Il y a des techniques aussi comme l'acupuncture, l'acupuncture également. La médecine alternative. La médecine alternative qu'elles peuvent utiliser. Voilà. Exactement. Je pense que ça fait partie de la médecine alternative. Parce que je ne pense pas que celles qui sont au village là, aient accès forcément à ça. Parce oui, mais elles sont actives aussi. Elles sont actives. Mais justement, parlant de l'activité, moi je voulais savoir, vu qu'il y a ce problème de baisse de densité minérale osseuse dont vous avez parlé, moi je comprends que les os ne sont plus aussi solides qu'avant. Mais à côté de ça, on a des mamans, surtout dans les villages, qui sont très actives physiquement. Donc est-ce qu'il faut réduire l'activité, continuer comme ça ou intensifier, vu qu'il y a quand même ce risque pour les os? Bon, moi, je vous ai dit qu'en fait, le capital osseux, ce n'est pas la ménopause seulement qui va nous la faire perdre. Il y a l'âge, c'est vrai, mais la construction d'abord du capital osseux, ce n'est pas à la ménopause qu'on commence à construire son capital osseux, c'est dans l'enfance. On a le capital osseux les 20 premières années de la vie. Voilà. Donc, en fait, généralement, et puis ces femmes-là, elles sont habituées. L'activité physique maintient. Exactement. Et quand elles sont en ménopause, en fait, elles continuent. Mais quand on n'est pas active, et puis en campagne, on va voir qu'en fait, les gens ils ne sont pas tellement suralimentés que ça. Voilà. Ici, en fait, on a les excès de gras dans l'alimentation, de sucre, voilà. Exactement. Donc, ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide pas du tout. Et aussi, voilà, je voulais ajouter aussi que la multiparité aussi peut retarder un peu, au-delà de 3 enfants. Que la multiparité, c'est-à-dire plusieurs enfants. Voilà, donc ça peut retarder juste un peu. Voilà, en fait. Plus on a d'enfants, voilà, plus on repousse potentiellement la ménopause. La ménopause, mais pas plus d'1 à 18 mois. Et ça peut s'expliquer en fait. Logiquement, puisque pendant 9 mois, il n'y a pas d'ovule qui s'en va. Donc, il y a un stock qui reste un peu plus longtemps. Je ne sais pas, hein, moi, j'ai fait juste une explication mathématique. Mais qu'est-ce qui explique que la multiparité peut repousser un peu la ménopause? Bon, c'est un constat, c'est parti de constat.
Voilà. Bon, moi, je n'ai pas l'explication sur cela. C'est parti de constat. Comment ça partir de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants, mais de plus en plus, elle ne pourra pas être tenue. Puisqu'on est tout en train de descendre à 3, donc au-delà de 3, ça veut dire que... D'accord. Donc ça, c'est ce qui arrive d'un point de vue physique. Physiologique, vous l'avez dit, hein, baisse de production d'estrogène, qu'on peut substituer par des oestrogènes que l'on prendrait... oui, dans certains cas particuliers. Dans certains cas, pas systématiquement. Donc, est-ce qu'il peut arriver qu'une femme traverse sa ménopause comme une lettre à la poste? Oui, bon, il peut pas, il aura forcément de petits signes. Mais en fait, il y a des femmes qui vont traverser. Parce que même ce traitement hormonal substitué, elle va être contre-indiquée. Parce qu'elle n'est pas sans effet secondaire. Voilà, il y a un risque de maladie, comme je dis, thromboembolique. Il y a un risque également de cancer qui est là. Donc, de plus en plus, même ce traitement-là, c'est vraiment dans des cas où vraiment la femme ne supporte pas et que ça altère beaucoup sa qualité de vie, que la ménopause altère beaucoup sa qualité de vie. D'accord. Sinon, en fait, il y a des femmes qui le traversent. Nos femmes ici, beaucoup, elles le traversent. Mais c'est-à-dire que la santé, en fait, le bien-être physique, la qualité de vie est quelque chose dont on doit se préoccuper. Absolument. Donc, c'est un problème, on devrait pouvoir les aider. Absolument, voilà. C'est important. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le corps, mais d'un point de vue gynécologique, comment ça se transforme. Je ne sais pas si on va arriver à passer un coup de fil, mais si d'aventure on arrive à le faire, on aimerait bien quand même poser cette question au professeur pour savoir comment ça évolue à ces niveaux-là. Parce que quand même, quand on parle de ménopause, en général, tout le monde se dit elle ne peut plus avoir d'enfants. Il nous arrive souvent d'entendre parler de ménopause précoce ou de ménopause artificielle. Qu'est-ce que c'est? Bon, ménopause précoce, oui. La ménopause précoce, en fait, c'est une ménopause qui va survenir, en fait, avant l'âge physiologique normal de la ménopause. Et généralement, ce sont les ménopauses qui surviennent avant 40 ans. Et c'est ça que je disais, il y a peu de temps, je disais qu'en fait, cette ménopause-là, elle a une cause, elle est pathologique, voilà, elle n'est pas physiologique, vous voyez. Et cette ménopause-là, les causes sont nombreuses. On a les causes, je rappelle encore, on a les causes génétiques, on a les causes auto-immunes, c'est-à-dire que c'est l'ovaire qui s'attaque, soit disant, si on peut expliquer, l'ovaire qui s'attaque à soi-même. C'est une sorte de guerre civile à l'intérieur. Voilà. Et on a également des causes chirurgicales. Voilà, toute chirurgie qui va toucher, par exemple, les vaisseaux et au niveau des ovaires peuvent entraîner ça. On a les causes infectieuses comme la tuberculose. Voilà. Et on a également des causes iatrogènes, la radiothérapie, par exemple. La radiothérapie, voilà. Et les traitements liés, voilà, la chimiothérapie des cancers, c'est-à-dire la radiothérapie, les traitements des cancers également, qui peuvent mettre les femmes en ménopause. Précoce, d'accord. Mais vas-y. Oui, comme elle parlait du fait que souvent c'est génétique, est-ce que cette génétique-là s'applique aux garçons? Par exemple, une maman qui a sa ménopause à partir de 35 ans, supposons qu'elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Est-ce que cette ménopause précoce-là s'applique sur le garçon? Parce que là, on ne parle que des filles. Est-ce que le garçon peut transmettre ça à ses filles? Non. Est-ce que lui-même, parce que c'est vrai que la ménopause, c'est pour les femmes. Oui, c'est que pour les femmes. Mais je veux dire, est-ce que ça a un impact sur la reproduction du fils? Non, ça dépendra. Si y a certaines causes génétiques qui peuvent avoir un impact, parce que la maman donne parce qu'il y aura des causes peut-être liées à des chromosomes. Puisqu'on peut avoir des causes génétiques entrant dans le cadre de syndrome, mais on va également avoir des causes génétiques entrant dans le cadre aussi des chromosomes. Et comme la maman donne un chromosome X, on pourrait. Mais ces causes-là, vous voyez les causes que l'on retrouve parmi les causes explicables, parce qu'il y a des ménopauses également précoces qui ne sont pas qui n'ont pas de cause, là où on n'a pas retrouvé de cause. Mais on suppose quelque part qu'il y a une cause génétique. Et elles sont nombreuses également. C'est ménopause où on n'a pas retrouvé de cause. Voilà. D'accord. Mais justement, parlant du fait que ça peut être lié au chromosome ou pas, et du coup, moi, je pose ma question, est-ce que ça peut sauter? Est-ce qu'un fils
peut recevoir ça de sa mère qui a connu une ménopause précoce et transmettre ça à sa fille? Est-ce que ça, c'est un scénario possible? Bon, généralement, je ne pourrais pas répondre à ces questions-là, parce que généralement, tout ce qui est génétique est un peu compliqué. Ça peut apparaître en fait dans une génération, ça peut être transmis également, mais c'est surtout dans ces situations-là. Bon, on a par exemple, je sais qu'il y a un type en fait, une cogénétique de ménopause précoce, où en fait les filles font des ménopauses précoces et les garçons font en fait un retard mental. D'accord. Voilà. Les garçons font un retard mental. Donc ça peut s'exprimer différemment. D'accord, donc ça peut impacter quand même les garçons. Voilà, ça peut impacter les garçons, mais sans être sur le plan, en fait, de la reproduction. Okay. D'accord, ok. Maintenant, parlons de ménopause artificielle, parce que ça, je pense que je l'ai entendu quelque part, en fait. Je ne sais pas si je me trompe ou si effectivement ça arrive. Bon, ménopause artificielle, il y en a ici, bon, peut-être ménopause artificielle, est-ce que c'est pas, bon, on va peut-être un peu regrouper ça peut-être dans les causes en fait des ménopauses précoces. D'accord. Voilà. Ménopause voulue, bon. Non, bah c'est sûr que c'est pas un cas que l'on voudrait, voilà. Mais pour les cas souvent d'endométriose, on propose à des femmes de les mettre en ménopause précoce, médicalisée. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Oui, en fait, là, c'est quoi? Puisque dans les cas d'endométriose, forcément, ils vont aller à la chirurgie. Et quand ils vont aller à la chirurgie, il y aura comme conséquence, en fait, une ménopause précoce. D'accord. Vous voyez. Okay. Et maintenant, vous avez toutes les femmes qui vont aller en ménopause précoce, obligatoirement, elles, on les substitue en hormones, obligatoirement, parce qu'elles, elles n'ont pas atteint l'âge quand même où elles doivent être. Et si on les laisse dans cette situation, on les substitue et quand elles vont arriver à leur âge physiologique, on essaie de voir, en fait, la maman, en fait, elle a eu sa ménopause autour de quel âge. Et à partir de cet âge-là, on essaie de voir est-ce qu'il y a un bénéfice-risque à continuer ou bien il y a un bénéfice où il y a un gain à continuer ce traitement hormonal substitutif-là. Mais ce qui est sûr, on repartira sur les mêmes conditions que la ménopause physiologique, même si on doit continuer, c'est à la dose minimale efficace et pas plus de 5 ans. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est dire quand même qu'il y a un suivi, vu qu'on a parlé des effets secondaires néfastes de ce traitement, c'est-à-dire que si on se retrouve dans une ménopause précoce et qu'on prend ce traitement, il y a autre chose pour s'assurer qu'on n'est pas en danger par rapport à... On ne met pas sa santé en danger en prenant ce traitement-là. Parce qu'il y a un suivi, il y aura en fait les signes cliniques qui vont d'abord montrer si la patiente, le traitement suffit, le dosage suffit ou le dosage... Pardon de vous couper, on a le professeur Akochanga en ligne. Allô? Oui, bonjour, comment vous allez, professeur? Bien, merci, et vous-même? Ça va très bien, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Vraiment, je suis désolé, j'aurais dû être sur le plateau, mais j'ai eu des problèmes de famille, alors donc je n'ai pas pu vous accompagner. Je suis désolé. Là. Non, merci déjà pour la disponibilité. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Dr Ella qui est endocrinologue, donc on parle ménopause. Oui. Et on a tantôt parlé un peu des changements physiologiques que la ménopause entraîne dans le corps de la femme. Oui. D'un point de vue gynécologique, qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause? Au moment de la ménopause, d'abord, vous avez les ovaires qui cessent de fonctionner. D'accord, les ovaires ne fonctionnent plus. Alors, de ce fait, tous les signes que les ovaires fonctionnels apportés à la femme disparaissent. D'accord. Les règles, et puis vous avez des problèmes de bouffées de chaleur. Oui. Et puis, certaines femmes prennent du poids parce que la progestérone n'existant plus, c'est les oestrogènes qui sont surtout actifs en ce moment. Et l'accumulation des graisses est plus facile. D'accord. Alors, de ce fait, la femme, elle prend du poids. Ok. Voilà. Mais normalement, une femme ménopausée ne fait plus d'enfants. Absolument pas. Elle ne peut pas, puisqu'il n'y a plus d'ovulation. D'accord. Oui.
Mais comment ça se fait que souvent on se retrouve avec des mamans d'un certain âge, on dit souvent que ce sont des bébés miraculés. Comment on explique qu'une femme, souvent à 60 ans, ait un enfant? À combien? 60. 50 ans. 60. 60? Oui. Non, ça, j'ai jamais entendu, sauf la médicalienne à qui on a fait une procréation médicalement assistée. Ah, c'est... Vous savez, ici, on se donne facilement des âges. D'accord. Parce que j'ai un ami qui me dit que il me dit que son grand frère a 90 ans, oui, alors qu'il est allé à l'école avec moi. Alors donc vous comprenez, les gens ils donnent des faux âges aux personnes. Sinon à 60 ans c'est pas possible. La femme a déjà éliminé tous ses ovocytes, elle ne peut donc plus avoir une grossesse. C'est pas possible. D'accord. Mais est-ce que ça joue un peu sur la libido et la sexualité de la femme? Comment? Mais vous savez, le problème de libido dépend des personnes et surtout des problèmes psychologiques. D'accord. Vous avez des femmes qui sont ménopausées mais qui sont très actives sexuellement. D'accord. Par contre, vous avez des femmes qui ne sont pas ménopausées, même des jeunes femmes qui sont frigides. Parce que la libido dépend beaucoup de la psychologie de l'intellect. Ok. Voilà. Mais dans nos sociétés, quelle est la place que l'on accorde à une femme ménopausée? Bon, traditionnellement, oui, la femme ménopausée est comment on appelle ça, est un trésor parce que normalement dans nos sociétés, oui, c'est elle maintenant qui dirige toutes les cérémonies. Toutes les cérémonies ayant trait à la femme. Et c'est elle qui est chargée de recevoir toutes les nouvelles mariées de la maison. C'est elle qui est chargée de les éduquer. Et par exemple, pour les filles, quand elles doivent aller à l'excision dans certaines communautés, ethnies, oui. Ouais, ce sont ces femmes ménopausées-là qui ont le droit de faire le pansement, c'est-à-dire de laver la plaie de la fille. D'accord. Parce qu'on suppose qu'elle n'est plus sale, elle n'est plus... Et puis, vous savez, en fait, dans nos communautés, bon, surtout chez moi, les Cassina, oui, les femmes, quand elles sont ménopausées, elles ne vont plus avec leur mari et elles donnent leur cousine, leur nièce ou leur frère à leur mari. D'accord. Oui. Ok. Oui. Mais on a entendu justement quelque part, dans votre communauté à vous, elle donne quelqu'un en remplacement. Mais on a tantôt parlé dans un micro-trottoir de femmes qui se retrouvent justement délaissées vu qu'elles ne peuvent plus faire d'enfants et qu'elles n'ont souvent plus envie d'aller avec leur mari. En fait, vous savez, le problème est que la femme, quand elle est ménopausée, c'est-à-dire que son mari aussi est d'un certain âge. Oui. Donc lui aussi, la libido, ce n'est plus tellement ça. Hein? Alors, et souvent, comme l'homme n'aime pas être en faute, il trouve un moyen pour faire des histoires et puis s'éloigner de la femme. Hein? D'accord. Oui. Donc en vrai, ce n'est pas du fait qu'il a envie de délaisser sa femme, mais c'est une excuse bienvenue pour lui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez autre chose à nous apprendre par rapport à la ménopause et à ce que ça amène comme transformation dans la vie d'une femme? Bon. Il faut surtout que la femme, quand elle a la ménopause, elle se dise que c'est un phénomène physiologique. D'accord. Il ne faut pas qu'elle se sente diminuée ou pas femme. Non, elle est une femme à un certain stade et elle doit être contente d'être là. D'accord. Qu'elle ne prenne pas les signes qu'elle a, les bouffées de chaleur et tout ça, comme une malédiction, quelque chose comme ça. Mais non, mais plutôt une étape de la vie qu'elle doit accepter parce que les filles qu'elle a mises au monde, ces filles-là vont arriver là. Oui. Et surtout, il faut surtout que les jeunes femmes, comment on appelle, n'aillent pas dire, essaye de vieilles femmes là. Oui, parce que souvent, vous savez,
surtout quand une femme est ménopausée et que son mari a une petite femme, celle-là, elle prend sa jeunesse comme un atout pour minimiser l'autre. Et là, ce n'est pas agréable du tout. C'est ça. Alors, il faut que les jeunes femmes respectent les femmes qui sont ménopausées parce qu'elles aussi s'acheminent lentement mais sûrement vers cette étape-là. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, professeur. Merci. Encore une fois, toutes mes excuses. Ça se comprend. On comprend. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bon appétit. Merci beaucoup. Et ben voilà. Donc, tu as des éléments de réponse? C'est édifiant. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Oui, il a raison. C'est une étape de la vie qu'on doit célébrer, je pense. Parce qu'arriver à ce stade-là, c'est important. Mais maintenant, ça m'a fait penser à une autre question. Celles qui n'ont pas mis d'enfants au monde, c'est-à-dire que... Parce qu'elle a dit non, c'est ces femmes-là qui vont en ménopause, leurs filles aussi vont passer par cette étape. Mais si on a tout ce qu'il faut, hein, on envoie ses règles, on est censé mettre des enfants au monde, et qu'au final, on n'a pas mis d'enfants au monde, et qu'on va en ménopause, est-ce que déjà même il y a des femmes qui ne voient pas leurs règles? C'est-à-dire pas du tout. Parce que là, on ne parle plus de ménopause pour elle. Si. Non. Enfin, je ne sais pas, le docteur nous dira. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. C'est ça que j'ai dit dès le départ. Il y en a, mais c'est une anomalie. Il peut avoir ça peut être génétique, ça peut être anatomique. Il y a des femmes qui naissent sans utérus. Mais comment elles vont faire pour avoir leurs règles? Il y a des femmes qui vont naître également avec des anomalies au niveau cérébral. Ça peut s'accompagner même d'autres anomalies de façon générale au niveau du corps. Ça peut arriver. Mais est-ce qu'elles vivent la ménopause dans ce cas? La ménopause, c'est un arrêt de quelque chose. Si ça n'a jamais commencé, ça ne va pas s'arrêter. Plus de risque de trois osseuses là Non, le risque a été là dès le départ. Bien sûr, ça je suis d'accord, mais il y a un renforcement qui se fait dès qu'on arrive à la ménopause. Il y a un risque qui s'ajoute encore. Non, c'est parce que vous avez dit. La ménopause se traduit par quoi? Qu'est-ce qui fait la particularité de la ménopause? C'est la carence en oestrogène. Voilà, c'est la carence en oestrogène. Cette femme, elle a la carence depuis bien avant. C'est-à-dire que, puisque, en fait, normalement, les oestrogènes sont censés commencer à être produits de façon vraiment active à partir de la puberté. Elle n'a pas eu ça. Ou qu'elle l'a eu, elle a arrêté. Donc, elle a vécu bien avant. Vous voyez, donc elle ne connaît pas la ménopause, vu qu'il n'y a pas de chaleur à un moment donné, tout ce tralala. Non. En fait, là, les bouffées de chaleur, c'est parce que les bouffées de chaleur, en réalité, c'est l'arrêt brutal qui amène, en fait, voilà, c'est l'arrêt brutal, la chute brutale du taux des oestrogènes là, qui amène les bouffées de chaleur. Mais par contre, celle qui n'aura pas eu ses règles, donc qui n'aura pas eu une intense production d'estrogènes, ne connaîtra pas tout ce que les estrogènes apportent dans l'organisme, le corps, le fonctionnement de la femme. Conséquence, d'un point de vue cardiaque, elle est exposée, osseux, elle est exposée. Donc, il y a tout ça, en fait, dès la base. Il n'y a pas à atteindre la ménopause. Même la croissance, elle sera exposée. D'accord, donc elle peut ne pas forcément avoir la taille qu'il faut. Oui, la taille qu'il faut. D'accord, ok. J'ai une autre question aussi. Avec l'âge, je ne sais pas, je prends un exemple. Il y a des jeunes filles, par exemple, quand il y a certaines qui ont commencé à avoir leurs règles, par exemple, à 13 ans, 14 ans en allant. Et plus on prend de l'âge, plus la quantité de règles qu'on avait l'habitude d'avoir diminue au fur et à mesure. Maintenant, je ne sais pas si ça existe chez toutes les femmes. Est-ce que déjà ce phénomène-là est normal? Le fait que, par exemple, à 18 ans, on avait des règles abondantes, et à partir d'un certain âge, les règles commencent, plus les années passent et puis les règles diminuent. Est-ce que ça le saignement est de moins en moins Exactement. Est-ce que cela est dû au fait qu'on s'approche de la ménopause ou quoi? De la ménopause, ou c'est juste normal? Bon, déjà même dès qu'on s'approche de la ménopause, la quantité des règles va diminuer. Ça, c'est parce que l'utérus ne sera pas vraiment imprégné comme elle était imprégnée quand on avait des taux normaux d'estrogène. Mais avant cela, moi je pense qu'il y a d'autres facteurs peut-être à prendre en compte. Voilà, et sans compter qu'aujourd'hui, les femmes passent par des moments de contraception, d'arrêt, et tout cela va normalement. Ça peut jouer sur l'abondance des règles. Okay. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup appris sur cette question-là. Merci. On se rend compte quand même qu'il y a toute une hygiène de vie à mettre en place.
pas à la ménopause, mais dans la vie de tous les jours, pour que la ménopause se passe bien. Mais pour celles, justement, comme elle dit, qui n'auront pas vu leurs règles, qui ne vont pas passer par ces phases et qui, par conséquent, sont un peu exposées, est-ce qu'elles ont droit à un traitement hormonal substitutif? Oui, vu l'importance des estrogènes, parce que déjà même, et j'ai aimé quand le professeur Akotionga parle de la psychologie. Vous voyez une fille qui ne fait pas de puberté. Généralement, on va les adresser chez un endocrinologue ou pédiatre, ou s'il n'y a pas d'endocrinologue pédiatre, un endocrinologue qui va faire démarrer la puberté par la prise des estrogènes. Au moins pour qu'elle ait quand même un morphotype qui réponde. Sinon, socialement, elle aura du mal même à se placer. Effectivement, par rapport au développement, au changement du corps, développement, tout ça, oui. Et ces estrogènes aussi vont lui être bénéfiques, seulement elle va devoir prendre ça quand même jusqu'à ce que l'on s'approche en fait de l'âge en fait de la ménopause. Et on verra la possibilité qu'elle ait des règles ou qu'elle ne l'ait pas. On peut essayer de le faire. Voilà, également. Et deux fois, si on a les organes génitaux, tous les organes génitaux sont en place et qu'il y a un problème qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir les estrogènes, peut-être que par la mise en place, on peut essayer à un moment donné un accompagnement pour la fertilité. Parce qu'on aura en fait beaucoup d'impact. On a également le développement. La personne physiquement, socialement, ce qu'elle est, va poser un problème. Vous voyez? Et quand on grandit, on est femme coma. On est femme coma. Et en plus, il y aura un problème également des autres effets bénéfiques. Son capital osseux et sa santé cardiovasculaire. Voilà. Et également, il y aura aussi le problème, pour terminer, le problème déjà même de la fertilité qui va se poser en fait à l'âge adulte. Vous voyez. Voilà. Donc s'il y a des situations pareilles, peut-être, ce que l'on demande aux gens, c'est de consulter. D'accord. Aller vers un pédiatre. Déjà, tout agent de santé qui peut vous référer soit vers un pédiatre, qui peut vous référer soit vers un gynécologue ou soit vers un endocrinologue. D'accord, ok. Donc, au-delà de ces cas, dans quel cas on va vers un endocrinologue? Ou bien c'est toujours par prescription d'un généraliste? Et on peut, généralement, en fait, dans notre système de santé, en fait, les spécialistes ne sont pas généralement vus directement. C'est ça. Voilà, ils passent en fait généralement, les patients passent généralement par, on a plusieurs échelons. Donc le patient va généralement, il va passer généralement par un infirmier, ensuite par un médecin qui va l'orienter en fait vers le spécialiste. Il arrive aussi que chez certains spécialistes, ils veuillent un avis d'un autre spécialiste. Voilà, et en ce moment, il va orienter. Mais déjà, des émissions comme ça, quand les gens savent en fait que voilà, tel problème peut se tourner vers un endocrinologue, ils viendront vers un endocrinologue. Généralement, tout ce qui est pathologie hormonale, les troubles de la fertilité d'origine hormonale, nous, les endocrinologues, nous recevons. Les pathologies thyroïdiennes, nous recevons. Les pathologies thyroïdienne, c'est quoi? Voilà, tout ce qui est goitre. Voilà, mais d'un point de vue hormonal, parce que quand c'est chirurgical, ça c'est autre chose. D'accord. Voilà, puisqu'on peut avoir une surproduction comme une sous-production. Voilà, tout ce qui est, on a déjà parlé de la reproduction, tout ce qui est surrénal également, nous recevons également, et toutes les pathologies liées au métabolisme du calcium. D'accord. Métabolisme du calcium, comment ça s'ingère dans le corps et comment ça se repartit au niveau de... Parce que la régulation en fait du métabolisme du calcium, elle est faite par une hormone qui est produite par des glandes situées derrière la thyroïde qu'on appelle les glandes parathyroïdes. D'accord, ok. Ça nous rappelle nos cours qu'on a refusé d'apprendre en SVT. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir et d'apprendre parce que c'est vrai que moi, je savais que par les hormones, il faut nécessairement parler avec un endocrinologue. Mais là, on rentre beaucoup plus dans des détails. Certes, c'est assez technique. Et moi, j'ai toujours trouvé que l'endocrinologie, c'est un peu, je n'irai pas jusqu'à dire abstrait, mais c'est différent des autres spécialités parce que c'est complexe à expliquer pour que les profanes comprennent, alors que c'est d'une importance capitale. Parce qu'on ne peut pas dire c'est l'os, on ne peut pas dire c'est l'œil.
donc constituent les glandes quelque part dans le corps et il faut connaître le corps pour savoir et ensuite comprendre le fonctionnement pour savoir quel rôle les hormones jouent et surtout savoir que les hormones, ce n'est pas que les femmes, ce n'est pas que au moment des règles et que ça intervient dans la vie de tous les jours, dans plusieurs secteurs et sections de la vie. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on a beaucoup parlé de ménopause, mais j'ai quand même envie que vous nous parliez un peu plus du métier d'endocrinologue au Burkina. Est-ce que vous êtes très sollicité? Est-ce que les gens viennent beaucoup vers vous? Comment on fait pour devenir endocrinologue? D'accord. Au Burkina, nous ne sommes pas nombreux pour le moment. Voilà. Et actuellement, je sais que Bobo a 2 endocrinologues. D'accord. Au Ouagadougou, on a notre patron qui est endocrinologue. Nous sommes pour le moment non, notre patron qui est endocrinologue. Au Ouagadougou, il y a un qui est endocrinologue. Je suis endocrinologue, mais je suis à Koudougou. D'accord. Il y a aussi environ 5-6 personnes en formation actuellement. On a beaucoup de demandes, de plus en plus, ces dernières années. Voilà, on a beaucoup de demandes, on est beaucoup sollicités. Mais nous intervenons aussi en fait, dans une pathologie qui, en fait, on a une forte corde qui est le diabète, parce que j'ai oublié de l'ajouter. En fait, nous sommes endocrinologues, diabétologues. Mais le diabète aussi est une pathologie qui est d'origine hormonale, parce qu'elle fait intervenir une hormone qui est l'insuline, voilà, fabriquée par le pancréas. On est sollicité. Oui, voilà, de plus en plus. Au début, bon, il n'y en avait pas. Voilà. Mais maintenant que en fait, les endocrinologues sont arrivés, de plus en plus, on est sollicité. D'accord, ok. Voilà. La formation se fait entièrement ici ou est-ce qu'il faut Non, la formation, en fait, pour le moment, la formation ne se fait pas ici. Nous avons été formés au Mali. D'accord. Voilà, mais c'était une formation sous-régionale qui regroupait plusieurs pays. Voilà, on partait pour les cours, en fait, les séminaires, mais la formation pratique, nous l'avons fait au service de médecine interne à Yalgado, avec aussi des stages un peu dans les services, comme on est un peu on vous distribue pour essayer de toucher le maximum de personnes. Avec des formations complémentaires après qu'on fait pour renforcer. Voilà, parce que quand une discipline est nouvelle dans un pays, bon, les autres ont déjà avancé, quoi. Donc il faut aller forcément prendre un peu là-bas aussi. D'accord. Pour de temps en temps se mettre à jour. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que le docteur a fait le voyage depuis Koudougou pour notre plateau. On a été très honorés de votre présence. Merci. On a énormément appris. Merci. Et on vous dit un grand merci. Merci à vous également. Surtout beaucoup de courage. Merci. Vous servez où à Koudougou pour ceux qui vont au centre hospitalier régional de Koudougou. D'accord, de Koudougou. Ça marche, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, les amis, il était question de la ménopause, mais on a profité pour aborder pas mal de points autour des hormones, de la reproduction chez la femme. Philippe, tu as une dernière question? On peut conclure. Non, conclure. C'est bien parce que la question que j'ai en tête, on risque de prendre encore 15 minutes. Je vais demander ça en offre. D'accord, ça marche. Et si c'est super intéressant, on verra comment partager la réponse avec vous. En tout cas, c'était un agréable moment. Donc, on dit également merci au professeur qui, bien que n'ayant pas pu effectuer des déplacements, a tenu à nous accompagner au téléphone. Un grand merci à lui. Un grand merci à docteur Saloukou est là. Voilà, il ne faut pas que j'écorche le nom. Merci à Philippe pour sa présence. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. On espère avoir également partagé quelque chose avec vous, vous avoir appris quelque chose et contribué un tant soit peu à peut-être une meilleure compréhension de la situation que, on ne sait jamais, votre mère, votre femme, votre tante vit ou peut-être vous-même et que vous allez reconsidérer souvent votre position par rapport à des informations qui vous manquent. Oui, souvent c'est pas palpable, c'est souvent difficile à expliquer, mais c'est vrai, c'est une réalité. La ménopause, certes, c'est une étape de la vie, mais qui entraîne beaucoup de chamboulements dans le corps et la vie de la femme et qui souvent nécessite qu'elle soit accompagnée convenablement. Donc, si tel est le cas autour de vous, n'hésitez surtout pas à aller vers les personnes les mieux indiquées, un infirmier, un médecin, un gynéco, un endocrinologue pour avoir les bonnes réponses et savoir comment s'assurer de vivre sereinement sa ménopause. On se dit à la semaine prochaine avec un autre sujet, d'autres invités. Portez-vous bien. Au revoir.